Voir ce film de Mitya Kolessar, c'est vraiment un film extraordinaire. Il donne, enfin d'abord il est exceptionnel parce qu'il est filmé au Val, dans l'environnement de mes parents. Et puis je trouve qu'il associe deux choses qui sont très fortes chez ici. Son travail bien sûr de broderie, on la voit en train de travailler, mais aussi son écriture. Et ce qui m'a frappé là, en revoyant cette version française, c'est que en fait Mitya a ajouté effectivement quelques phrases. Et c'est beau parce que quand on compare avec l'anglais, ici il y avait un texte un peu plus sobre, un peu plus épuré, on va dire, qui ressemblait plus à des statements, je dirais. Mitya a introduit une sorte de petite fantaisie avec son accent en plus assez improbable. Heureusement, d'ailleurs, je crois qu'on a le sous-titrage parce qu'effectivement, parfois, on ne la comprend pas forcément très très bien. Ici non plus. Hein, oui, c'est vrai. Mais même après, c'est la qualité du film. C'est la qualité du son. Mais vraiment, je suis toujours très très émue. J'ai voulu revoir ce film parce que je trouve qu'il apporte. Enfin, c'est un film qui est unique, hein, voilà, et qui gagnerait à être plus connu et diffusé parce que vraiment on la voit dans la force de l'âge, vraiment. Et c'est drôle parce que à la même époque, il y a eu un film aussi très important qui a été fait sur Dado par le réalisateur Jean-Antoine. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Il est accessible sur le site de la Sonuma, qui est l'équivalent de l'INA en Belgique. Il a été fait en 1974, exactement dans ce même environnement. C'est assez curieux, je les vois un peu comme deux films jumeaux, parce qu'on les voit tous les deux vraiment. Et d'ailleurs, il y a cette très belle scène où ici intervient. Pascal a repris une image au moment où je dis que ma mère avait une forte personnalité, qu'elle n'était pas une femme soumise, enfin, etc. Et elle parle du travail de Dado, et c'est très beau ce qu'elle exprime. Elle exprime finalement aussi des choses par rapport à son propre travail et à sa propre démarche, on va dire, à contrario. C'était une petite transition. Non, pas du tout. J'avais encore d'autres choses à dire que j'avais notées, évidemment, un peu rapidement, mais je trouve qu'elle... c'est bien d'avoir redécouvert ce film, et moi je serais d'ailleurs intéressée de voir les autres films de Mitya, parce que j'ai vu qu'il y avait eu malheureusement on l'a loupé, à Nogent-sur-Marne, une sorte de rétrospective l'an dernier. Oui, malheureusement il n'y a pas d'autres films d'elle qui sont montrés. C'est-à-dire les films, c'est du 8 mm qui a besoin d'être numérisé, restauré. Enfin, il y a un gros travail à faire et il faut que quelqu'un s'en occupe. Mais là, c'est vrai que cette collaboration, on n'a plus de détails, évidemment, trop de détails sur comment ça s'est passé. Par exemple, comment Mitya a écrit un peu plus de texte. Enfin, c'est vrai que ça aurait été vraiment très intéressant de l'interroger là-dessus, parce que je trouve que c'est la réalisatrice, Mitya Kolessar. Alors, elle était tout à fait amie. Mitya, vous le savez, c'est donc la compagne de Jean Dewagne, la femme de Jean Dewagne. Et il y avait un lien, je pense, qui était même entre mes parents et le couple de Dewagne et Kolessar, bien sûr. Et c'est vrai qu'on sent une complicité entre elles. Ouais. Ah oui, clairement. Et puis Mitya était pas slovaque. Enfin, voilà, il y avait aussi ce lien qui était assez drôle finalement entre les pays de l'Est, hein, d'où venait également mon père. Je pense que ça se croisait aussi, tout ça se rencontrait, bien sûr, ouais, tout à fait, des affinités aussi culturelles d'univers, hein, probablement, bien sûr. Ouais, absolument. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un film important qui doit vraiment être montré, enfin j'espère institutionnellement. Enfin, voilà. Sur la genèse du film, est-ce que on a l'impression qu'elles improvisent totalement au fur et à mesure du déroulement? Est-ce qu'il y avait des choses un peu concertées avant, ou est-ce que c'était plein d'images et on en prenait après? Ça, je ne sais pas, mais j'ai quand même effectivement l'impression d'une improvisation. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a cet aspect performatif ici qui était au contraire vraiment dans le secret de l'atelier, hein, qui n'était pas du tout comme mon père, où on entrait dans son atelier comme dans un moulin. Ma mère, on n'entrait pas dans son atelier, c'était très... Voilà. Et là, on la voit s'exprimer de façon complètement inouïe, en fait, en réalité. On la voit exactement. Je pense qu'il y a aussi un rapport, mais alors ça, je ne sais pas si Daniel Amberchek, ici présente, voudra bien un peu témoigner de ça, mais je
pense qu'il y a même quelque chose de très théâtral là-dedans, qui est très intéressant, et qui est lié aussi à cet univers qu'elle côtoyait de très près, puisque vous avez une de ses meilleures amies qui est là, voilà, qui pourra en témoigner. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser aussi là-dessus, à travers ce film. La façon dont elle se met en scène, la façon dont elle se vêtit avec avec sa propre, voilà, son propre tissu, la façon dont elle enroule ses colliers de bobines de fil, en fait, hein, en réalité, qui sont... Ça me frappe toujours, effectivement, cet aspect de performatif. Bon, après, bon, vous le savez, ma mère était mannequin, enfin voilà, elle a aussi chanté, enfin, elle avait quand même un rapport aussi à la scène, et elle connaissait beaucoup de gens, voilà, dans le monde du spectacle vivant, et notamment du théâtre. Oui, moi je l'ai rencontrée grâce à Kateb Yassine. Voilà, voilà, oui. Qui était un voisin, en fait, à l'époque. Hein, non, c'est elle qui l'hébergeait. Je ne sais pas. Ah, si. Après, il a vécu à côté, enfin, dans oui, le oui, village à côté, oui, à oui. Maurice. Grâce à elle, oui, certainement. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment un aspect qui est très intéressant aussi dans ce film, et outre effectivement cet environnement naturel qui est exceptionnel et qui était vraiment celui de mes parents, pas seulement celui de Dado, bien sûr. Enfin, ils ont vraiment construit ça ensemble, en fait. Ça, j'aime bien le rappeler. Donc là, on a eu effectivement cette exposition Paris Noir, que vous avez peut-être vue au Centre Pompidou, pour certains d'entre vous, qui est un énorme projet porté par Alicia Nock et une équipe de conservateurs associés. Et j'étais évidemment très très content que ici figure parmi les artistes sélectionnés. Je te laisse un peu la parole. Du coup, le rêve de Pascal de faire un film sur sa belle-mère s'est réalisé. Voilà. Comment je rebondis là-dessus, le rêve de Pascal de faire un film sur sa belle-mère? Peut-être qu'on va se présenter peut-être un peu mieux. Avec Pascal, nous nous sommes rencontrés autour de mon père, à vrai dire. Et Pascal donc, gère le site internet dado.fr, voilà, qu'il a créé du vivant de mon père. Il a aussi filmé mon père, il a réalisé un film sur mon père. Donc on va dire qu'il était plus dans l'univers de Dado, voilà, dans le ventre de Dado. D'ailleurs, c'est le titre de ton film. J'ai fait un film amateur qui s'appelle Dans le ventre de Dado. Il y a beaucoup de sens à ce titre, mais un des sens, c'est de faire bouffer quand même. Mais j'ai pas eu, j'étais au téléphone parce que notre fille nous a appelé tout à l'heure et j'ai pas remercié quand même. Merci beaucoup Arnaud pour nous inviter ce soir. Merci à tous d'être aussi nombreux, d'être venus. Le rêve de faire. Non, mais pour dire les choses franchement, comment dire ça? En fait, je n'ai pas découvert récemment la valeur du travail artistique de ma belle-mère, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas fait ça de son vivant. J'ai rien fait. Mais je crois qu'une des raisons principales, c'est que malgré toute enfin, j'ai une grande affection pour mes parents, mais d'être déjà esclavagisé par Dado, ça suffisait. Ça pouvait pas être les deux, quoi. Donc voilà. C'est un regret aussi, un petit peu. En fait, après, je me suis dit, quand même, c'est con, parce qu'on a toujours l'impression qu'on a tout le temps pour faire ça. J'aurais quand même pris une demi-heure pour la filmer, ça aurait quand même pas été si débile que ça. Et bon, ça me trottait dans la tête de faire quelque chose sur récit dans le cadre de mon travail, parce que justement, ça me donnait l'occasion. En fait, mais à chaque fois, je me disais, tu l'as pas filmé, c'est bête. Et puis cet été, on est tombé, on savait pas qu'il existait, sur le film de François Talérac, ouais. qui a été fait à l'occasion de l'exposition. Il y avait une exposition de ici, Dado et Domingo, à l'Atelier Blanc, à Villefranche-de-Rouergue en 2008.
Et il y avait donc ce film, nous on ne connaissait pas. On voit à la fois ma mère, en fait, la première Ouais. partie est consacrée à ma mère, et on envoie un petit extrait justement sur la chaussette du moine, dans le film de Voilà. Pascal. Et la deuxième partie, c'est Domingo qui parle de ses photos, de Domingo, donc mon frère. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, si là je peux faire un truc sur ici, parce que si ce monsieur Talleyrand me donne la permission de prendre un extrait, il y a possibilité de faire quelque chose. Sinon j'aurais rien fait, franchement. Parce qu'on ne pouvait pas le faire sans ça. Quoi. Sans savoir. Oui, et sans ce passage. Alors il y a l'autre archive que j'ai découvert grâce aux mises en ligne d'Arnaud sur YouTube, là, que j'ai utilisé. De Rodez, hein. À Rodez, oui. Oui, la conférence Oui, à Rodez. oui, qui est très importante. Mais sinon, ça, bon, enfin, et sinon, oui, je disais que j'avais l'occasion de faire ça en fait dans mon travail. Donc c'est parce qu'en fait, je travaille à France Télévisions sur une offre de vidéos culturelle qui est commune aux 6 entreprises de l'audiovisuel public, mais qui est uniquement sur les réseaux sociaux. Donc, donc ce que vous avez vu, c'est une vidéo pour les réseaux sociaux. Hein. Ça n'a pas d'autres prétentions. Hein. Donc, c'est pas un film, c'est une petite vidéo pour les réseaux sociaux. Et là, c'est dans sa version. Parce qu'au début, c'est fait en vertical, en 9/16. Et après, on le décline en 16/9. Au départ, c'est une vidéo allongée. Enfin, verticale. Le principe, ce sont des vidéos qui sont assez didactiques. Oui, c'est des vidéos qui sont tout à fait grand public. Et bon, comme il y avait l'Expo Paris Noir, parce qu'il faut toujours faire des choses un peu en lien avec l'actualité, c'est un peu l'occasion. Donc je me suis dit, allez, allons-y. Puis une semaine avant de le rendre, j'étais devant ma feuille blanche à me dire, mais j'y arriverai jamais, pourquoi je me suis lancé là-dedans. Mais bon, finalement, j'ai fait quelque chose. Tu avais une bonne matière avec Arnaud, oui, alors, un très bon texte aussi. Alors oui, oui, ça c'est sûr. Enfin, j'ai pas inventé grand-chose dans cette petite vidéo, j'ai surtout synthétisé, parce que ici, il y a quand même eu la chance et qu'il y a eu des textes vraiment formidables écrits sur elle, en fait. Ça, c'est sûr. Déjà, dès 75, le texte de Jean-Luc Verlet, il y en a plein, les textes de Sonore et Cassens, le texte de Philippe Cyrulnik est extraordinaire. Et donc, il y a vraiment, ce qu'a écrit Guillaume Desanges aussi à l'époque, en 2016, à l'époque de l'Expo à la Verrière, à Bruxelles. Enfin, il y a des textes excellents, donc moi, j'ai pas fait grand-chose à part un exercice de synthèse. N'exagère pas. Non, mais je veux dire, il n'y a pas. La seule chose qui est peut-être un petit peu. Parce qu'en lisant tout ça, il y a des choses qui m'ont frappé. Alors, je ne veux pas tout ramener à ça, mais la seule chose que j'ai peut-être un petit peu rajoutée, c'est le. Parce que c'est jamais abordé, j'ai l'impression quand même, c'est qu'il puisse y avoir des points communs quand même entre l'œuvre de Hessy et l'œuvre de Tadot. Les points de rencontre. Non, mais il y a plus que des points de rencontre pour moi. Donc, bon, alors c'est assez frustrant de faire un truc de 6 minutes. Déjà, même 6 minutes, c'est trop long. Mais si j'avais développé, je pense que j'aurais pu développer ça. Donc, je peux parler de ça. C'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup réfléchi, mais je ne sais pas si. Enfin, en général, les gens enfin, pas en général, non, mais parfois, les gens qui apprécient l'œuvre de Hessy ont une allergie pour celle de Sauvaret, donc je ne sais pas, peut-être si on parle de ça, on va lancer des tomates, je sais pas. Vas-y. T'es là pour ça. Non, mais je parle de ça tout de suite. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais ça m'a frappé. Bon, alors c'est ce qui est évoqué, c'est tout le côté, la fascination pour l'organique et pour le vivant, et je pense que c'est vraiment la grande affaire de ces deux artistes. Et je pense qu'évidemment, c'est pas Sonia Robert Delaunay, quoi. Hein, c'est vraiment, c'est justement, tout le monde l'a bien remarqué, formellement, ça n'a rien à voir. Mais je pense que vraiment, il y a quand même quelque chose de commun qui s'impose aux deux, quoi. Malgré tout, malgré les différences formelles, et des choses très importantes. Et alors, j'évoque, c'est assez extérieur, enfin quand même, il y a les influences qui sont communes. Et, bon, j'évoque Michaud, mais j'étais quand même très surpris que personne ne parle de Requichaud. Ah oui, ça va venir. Non, mais pour Hessy, parce que là, ça m'a vraiment énormément. Alors là, c'est une vidéo grand public, donc je lance juste le nom de Michaud en passant comme ça. Il y aurait, je pense, beaucoup plus de choses à dire sur
sur la façon dont je pense que ici a été vraiment marquée par Rikicho. Ouais, même y compris, tu vois, je regardais un peu les textes de Rikicho, même y compris dans l'écrit, dans sa façon d'écrire, dans cette façon un peu statement, enfin des phrases courtes comme ça, très très fortes, très voilà, incisives. Oui. Je trouve que Il y a énormément de choses. Mais même, enfin il y a pour revenir au côté. Moi, la spirale d'Ado avait une spirale de Michaud, mais c'est les premiers. Rikicho, ouais. De Rikicho enfin, on pense tout de suite aux bactéries, là, aux trucs en rond dont elle parle. Il dit que le père d'une de ses amies qui était critique d'art, elle lui dit qu'il faut arrêter de faire ça parce qu'elle va devenir folle. Et puis, bon, ça a dû lui parler avec les histoires. Enfin, bon. Et ça, je ne sais pas pourquoi, dans tous les textes, personne ne parle de Rikicho. Il y a Sarah Wilson qui en parle, mais juste pour dire que quelque chose sur Dado, rien sur récit, pour dire que cette amitié avec cet artiste qui a une fin tragique a accentué le goût du macabre de Dado, enfin, mais il n'est pas question ici. Et donc oui, non, mais il y a plein... déjà, biographiquement, en fait, elle arrive le 14 juillet 62, et Rikicho s'est suicidé 7 mois plus tôt. Donc ils ne sont pas connus alors? Non, ils ne sont pas connus du tout. Mais elle arrive en plein dans le moment où il y a cette... Dans un livre que Amarante a édité sur son père d'entretien, il explique qu'il a beaucoup parlé ici de Rikicho, qu'il en a énormément parlé, que c'était sa manière de lui présenter ses amis, mais ses amis n'en avaient qu'un, puis il était mort, et que ça reproduisait le traumatisme de quand il est devenu orphelin, quand il était gamin. Enfin, et donc elle arrive là, le jeune couple, il vit apparemment avec le fantôme de Rikicho quand même. Enfin, il est en train de peindre l'hommage à Rikicho, la grande ferme, un des grands tableaux, des grands chefs-d'œuvre de Dado qui sont au Centre Pompidou, en plein à ce moment-là. Et puis il y a une bande, voilà, pour faire sa rétrospective en 71, Dado, en 70, pardon. 70, oui, au CNAC, Marcel Billon, ouais. Ils l'ont enregistré pour faire, plutôt que de faire un texte de catalogue, ils l'ont enregistré puis ils ont retranscrit dans le catalogue. Enfin bon. Et quand on écoute cette bande qui est à la BK, enfin à la bibliothèque Kandinsky, et il y a des passages où l'entretien, ça fait pas partie de l'entretien, il y a des moments où il y a du vide, on n'entend rien, et il y a des moments qui sont captés comme ça et qui font pas partie de l'entretien, qui ne sont pas réutilisés, mais il y a un moment où on entend ici et Dado en train de parler, de leur expliquer que dans la nuit, enfin un truc paranormal, quoi, il y a eu un flash blanc et c'était une visite forcément de Rikicho. Donc, donc là on est en 69. Et donc 7 ans plus tard, ils sont tout le temps en train de parler de Rikicho. Enfin bon, on va pas passer toute la soirée là-dessus. Hein. Non, mais c'est trop non, bien. En plus, mais c'est surtout, il n'y a pas que ça en fait. À part ces influences qui sont imposées à eux, je pense qu'il y a cette vision par rapport à Langerny, mais même par rapport à la fragilité, par rapport au rapport au paradoxe du vivant, enfin ce propre du vivant qui est ce lien entre la vie et la mort en permanence. Enfin, quand j'ai lu les textes, je me suis dit mais il y a tellement de choses qui ont été écrites sur le récit qui pourraient être dites de Dado. Quand je vois que Guillaume Desanges, il parle des superpositions de fragilité comme ça, qui augmente l'intensité du travail. Et il y a plein de choses. Et puis, il y a un parallèle dans le désastre aussi. C'est-à-dire que le fameux désastre de l'œuvre de Hessy qui est laissé à l'abandon, il se passe la même chose chez Dado avec les Orpelières. Enfin, les Orpelières, c'est une cave vinicole désaffectée qu'il a investie dans les années 90. Et c'est au bord de la mer, dans le sud de la France, vers Béziers, à Sérignan. Et c'est immense, ça fait combien de mètres carrés 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, il peint tout ça, et puis il peint sur du salpêtre, il peint sur... ça ne va pas tenir. Mais il le sait, mais il ne veut pas. Enfin, il voudrait que quelqu'un s'occupe de sauver le truc, mais tant pis.
Et il y a le même mystère comme ça, et puis même d'une façon générale. Enfin, quand pas on lit... de soins sur l'œuvre, ouais. Pas de soins. Et même quand on lit les... Pas de souci de conservation, en fait. Mais... Voilà, sans l'intervention d'Arnaud. Enfin, voilà, là, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui intervienne pour sauver le truc, quoi, parce que sinon... Et même Cordier, il dit ça, enfin, de toute façon, les trucs, ils étaient jetés par terre, chiffonnés, il fallait que ça passe chez le restaurateur, toujours, il n'y a pas une œuvre qui va passer chez le restaurateur. Je me souviens du témoignage d'un de tes cousins, Monténegro, qui disait, mais vraiment, ça ne va pas. On passe derrière lui après aux toilettes, et puis il y a des dessins qui sont magnifiques, mais il les a laissés tomber de sa poche, tout chiffonnés. Enfin, et il y a ce truc même comme rapport ça, à l'œuvre, c'est vrai, qui est très curieux. Je n'ai pas un rapport de sanctuarisation. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est même tout à fait... C'est s'en débarrasse, il y a vraiment quelque chose de... Alors, ma ça, mère, elle ça, l'enfermait, mon père, au contraire, il y a des marchands dont bien profité d'ailleurs, il faisait sortir tout ça, ça partait. Quel regard, vous, enfant, vous aviez sur le travail de votre mère quand elle faisait ce genre de... Je ne connaissais pas bien, en fait. Pour tout dire, moi, en plus, enfin, on me voit à un moment, c'est vraiment toute petite, au tout début. J'avais pas du tout le même regard, ni la même familiarité. C'est même, d'ailleurs, encore pour ça qu'aujourd'hui, enfin voilà, j'y arrive mieux, mais c'est plus difficile pour moi de parler du travail de ma mère, qui, je pense, dans un sens, c'est plus compliqué aussi, quelque chose de plus froid, de plus compliqué à saisir, que de celui de mon père, que je côtoyais vraiment quotidiennement, comme je disais, l'atelier était ouvert, on y allait, on discutait, c'était un lieu de vie. Enfin, ça ne voulait pas dire qu'il ne travaillait pas, hein, mais il nous accueillait. Ma mère, elle ne voulait pas ça. Est-ce qu'elle ne se protégeait pas, sachant qu'elle vous accordait beaucoup de temps dans la vie quotidienne? Je pense qu'elle avait besoin, comme j'explique dans le film, la chambre à soi. Hein, vraiment, c'est vraiment cette idée-là. Mais oui, voilà, exactement. Peut-être exactement. Il y a quand même une chose inédite dans le film, c'est l'origine de ici. Ça, c'est quand même, c'est une sorte, presque un scoop. Là. Ouais. Ah oui, alors c'est inédit sans... C'est vrai inédit ou c'est pas inédit ça? Oui, c'est-à-dire que là, on montre le passeport, etc. Donc les gens, oui, parce que sur Wikipédia, bien que j'ai corrigé, les gens sont venus corriger derrière moi en me disant « Ah non, elle est née en 1936 à Porto Rico !» Je vous assure, c'est plutôt drôle, je crois que ça l'aurait beaucoup amusé. Mais là, on est en pleine confusion d'origine, on ne sait plus. Mais ce qui n'est pas inédit, c'est que ces passeports ils sont déposés dans les archives. Oui, c'est-à-dire que voilà, quand donc, le grand grillage, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, qui était exposé au musée d'art moderne jusqu'en février, dans la salle Simple Geste, pour les nouvelles acquisitions du musée d'art moderne. En fait, on a fait un don d'archives à cette occasion. Parmi ces archives, il y a effectivement tous les passeports de ma mère, toutes les identités diverses et variées. Et voilà. Oui, cette histoire d'origine, c'est toujours une histoire un peu complexe. Moi, je me sens toujours un peu gênée d'en parler, vu qu'elle ne voulait pas tellement. Moi, comme je dis, je vois vraiment comme une sorte de... sans doute de dépassement aussi d'une enfance un peu traumatique et compliquée, avec une mère qui était née d'une relation adultérine, donc ce qui crée toujours des fractures, des choses compliquées dans les familles. Je pense qu'elle cherchait vraiment à se réinventer puis à s'affranchir en fait d'une assignation. En fait, elle a vraiment dit qu'elle n'aimait pas cette île d'où elle venait. Bon, voilà. Je pense que ça a incarné pour elle, avec un père. C'était un aspect qu'on avait mis au début dans la vidéo, mais qu'on a gommé parce qu'on avait le sentiment que ça rentrait trop dans un détail biographique, justement. Elle était donc de culture protestante, bien sûr, et son père était très rigoriste. Enfin, c'était un vrai puritain, en fait, qui appartenait à une église qui s'appelle les Plymouth Brethren. Et en gros, il avait le droit de rien faire. Elle était vraiment dans une éducation extrêmement stricte. Et dès qu'elle a pu s'en aller de Jamaïque à 21 ans, puisque à l'époque la majorité c'était à 21 ans, elle est partie en fait, hein, tout simplement. C'était son souhait évidemment de vivre une autre vie. Et puis alors là, pour le coup, vraiment une vie totalement dissolue par rapport évidemment aux conventions, enfin aux normes de ses parents, hein, j'entends. Mais voilà, je suis toujours. Mais je pense que malgré tout, c'est quand même important de comprendre cette rupture
Et puis c'est son éducation pour comprendre aussi son œuvre. Enfin, je reste persuadée que justement, enfin, je reste toujours étonnée que les gens aient pu croire qu'elle était cubaine quand même, puisqu'elle avait un accent totalement anglais. Mais surtout, même en voyant son œuvre, enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très lié à un silence, enfin justement à une culture, à une éducation, enfin, qui était très britannique en fait, hein, parce que son père donc, était né sous l'ère victorienne, il parlait un anglais parfait, il n'avait pas le droit de parler patois, enfin c'était voilà, c'était quelqu'un de très érudit, qui veut réciter du Shakespeare, etc. Enfin, il exigeait de ses enfants un niveau aussi de langue intellectuelle très... Ma mère, on le sent tout ça, quand elle s'exprime absolument pas comme quelqu'un de Vichy, voilà. Elle avait vraiment une prestance, en effet, elle était très charismatique. Donc tout ça vient d'une éducation, enfin je veux dire, c'est pas, voilà, mais qu'elle a évidemment transformé autrement, de façon géniale, en se réinventant, de façon assez drôle. Et vous, comment elle vous a élevé alors? Alors ma mère, c'était un peu, c'était quand même quelqu'un d'assez strict. Enfin mon père était complètement, voilà. Donc comme on dit, les good cops, les bad cops, on va dire qu'elle était plutôt du côté du bad cop. Donc elle avait quand même des principes, c'était une mère assez stricte. Mais aimante, mais, voilà, assez stricte. Elle avait quand même au niveau de sa, comment dire, sa façon de témoigner de son affection, je pense que là encore c'était quelque chose de culturel, ça n'était pas évident. Voilà, mon père avait une façon beaucoup plus slave, beaucoup plus chaleureuse peut-être, voilà, d'envelopper, même d'aimer ses enfants, elle c'était quand même plus compliqué. Mais après voilà, je pense que... Apparemment, elle a un rapport au corps, que ce soit vous ou elle, totalement décomplexé. C'était l'époque où on pouvait se promener nu. Oui, alors j'avoue que j'étais quand même étonnée quand j'ai vu ce film pour la première fois, puisque ce film, comme vous le savez, a existé pendant des années, mais on ne voyait pas l'image, on n'entendait que la voix, voilà, comme Arnaud l'explique très bien sur le site, vu qu'il a donc été restauré très récemment. J'avoue que j'étais quand même assez scotchée de voir cette scène où effectivement la voix, enfin encore une fois, oui. Bon, bah, moi je suis enfant, en même temps j'ai un nom. Bon, c'était tourné en juillet, enfin, c'était toujours la grosse blague de mes frères et sœurs. Tu apparais nu dans un film, mais bon, j'avais 2 ans, maintenant ça va. Et il parlait entre de la production, de ce qu'il s'était en train de faire. Oui. Énormément, bien sûr. Mon père admirait énormément le travail de ma mère et vice-versa en fait. Enfin bon, voilà, je suis désolée pour les détracteurs qui pensent que voilà, ils ne me supportaient pas artistiquement, mais c'est pas vrai. Donc, voilà, je casse peut-être un mythe, mais non, c'est très très évident. Je me rappelle avec pas mal d'émotions d'ailleurs en 2009, j'étais enceinte de ma fille, j'ai apporté le catalogue Elle à Centre Pompidou à Hérouval, et mon père était très content de voir une belle place dans ce catalogue. Il était ravi, quoi. Enfin, il était ravi pour elle, enfin, parce qu'il il avait compris que c'était vraiment le début de sa redécouverte quand même. Hein. C'est vrai que l'exposition de Camille Moreno était importante pour ça. Donc, ma mère avait très très grande admiration pour l'œuvre de mon père, bien sûr. Il y a un truc, après je vais arrêter avec ça, hein, parce que j'embête tout le monde peut-être, ouais, j'ai lu un truc, quand je disais qu'il y avait des choses que j'ai lues sur Récit dans ces textes qui sont magnifiques, et qui peuvent s'appliquer à Dado, c'est la définition enfin pas la définition, mais quand elle parle du survival art de Récit, Sonia Recasens, elle dit un art de survie pour résister à la dissolution, à la perte, d'où une prédilection pour les déchets, objets obsolètes ou les matériaux du quotidien, vestiges d'une vie. Mais je sais pas, c'est quand même, dans les années 90, Dado, il fait du survival art. Ouais, c'est vrai. Parce que quand il a une maison, il troque une maison contre des tableaux à Besno-Sac. En Aveyron, et bon, elle est dans son jus C'est une maison de village en fait, ouais, qui appartenait à la tante de la propriétaire, qui est d'ailleurs décédée récemment, Monique Arnal. J'ai entendu ce nom, Cunia bien sûr, je la connaissais.
Et effectivement, l'ado, il va réutiliser comme ça ces Des objets vestiges très intimes. qui appartenaient au propriétaire, mais qui étaient... Peindre sur les draps, hein, même. Oui, il fait de l'art textile aussi. Ouais, voilà. De Maria Lauré. C'était son Et puis il nom. fait des reliquaires avec, Avec des objets. avec des voilà. objets, mais enfin c'est des choses. Alors est-ce qu'il fait la même chose que ici ou est-ce que Mais non, c'est toujours formellement, c'est très différent. Oui, c'est très pas la différent. question, mais Ouais, enfin, et puis, dans l'esprit, dans il y a mais- quelque chose qui est troublant. mais c'est comme je disais, qu'il y a quelque chose de commun qui s'impose aux deux. C'est justement est-ce qu'ils font quelque chose de par moment. Et je sais pas, c'est pas forcément très connu, mais à la fin de leur vie, en 2008, ils ont fait une œuvre en collaboration. Oui, tout à fait. Qui, Chez un collectionneur après, et qui est une très belle œuvre, voilà, qui est une collaboration. C'est 18 petites boîtes avec, qui sont assemblées ensemble avec comme des petits 18 petits Oui, reliquaires. avec des objets justement dedans, enfin voilà. Enfin voilà, non, enfin, je vais arrêter avec ça. Mais bon, ça m'a frappé que ce soit jamais un petit peu exploré. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à opposer, peut-être Ouais. de façon pas superficielle, mais voilà, à partir du moment où on voit effectivement quelque chose de formel très différent, enfin, parce que formellement, en effet, peut-être assez grand-chose à voir, mais on ne voit pas les points de rencontre qui sont Je suis en train de règle, sinon je vais oublier, mais c'est Yasmine qui travaille sur l'essai et l'écriture. Là, il y a, par rapport à Rekicho, il y a aussi avec cette qui fait écho donc, à ce leitmotiv de l'alphabet et puis de l'écriture, des écritures secrètes, là, comme dit Sonia Recassens. Il y a les écritures, les fausses écritures de Rekicho aussi. visibles, les fameuses lettres, marchand Enfin voilà, tableau, puis j'arrête avec ça. les lettres de remerciement, les lettres d'insultes. Ouais. Vous les voyez, Yasmine, son centre Pompidou, collection. Enfin, je pense que c'est une œuvre qui a énormément marqué ici. Enfin, j'y étais pas, hein, évidemment, hein, je sais les trucs. Non, mais c'est vrai que cette histoire de photo, mais quand même assez drôle, parce que voilà, il raconte ça. Fait qu'ici, on a vu une photo. Merci. En fait, c'est concernant le groupe, en fait, Pénélope, Les nouvelles Pénélope. les nouvelles Pénélope, et aussi vis-à-vis de sa participation à des groupes, des artistes femmes féministes aussi. Donc, est-ce que elle parlait de ça, comment en fait elle s'est Alors, positionnée, voilà. même si elle J'ai participait. toujours le mauvais rôle parce que comme je suis la Oui. petite, Oui, j'ai oui. pas été, voilà, il y avait ma sœur et Anissa, elle serait un peu plus à même de vous répondre et voilà, de montrer son investissement. Mais oui, elle était assez active. Enfin, je pense que c'est vraiment à travers l'exposition que tu avais faite sur Aline Dallier, enfin, il y a des textes intéressants là-dessus, enfin, qui montrent. Elle disait que toutes les semaines, enfin, en tout cas régulièrement, elle allait à Paris pour voir Voilà, des expositions c'est ça. avec ses amis artistes femmes. Ouais, voilà, dont Mathilde Ferrer, je parle. Voilà, par exemple. Hein, voilà, Dorothée Sels aussi, voilà, des artistes, le même Lydia Hiller, je pense qu'elle va. Et c'est vrai que dans la vie quotidienne, est-ce que son féminisme, il s'exprimait d'une manière ou d'une autre? Là, je serais un petit peu embarrassée. Moi, je dis, elle a une très forte personnalité parce que ça m'agace toujours quand j'ai un peu ce cliché. Enfin, pardon, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu idiot d'avoir des fixations comme ça. Mais ma mère, était quand même quelqu'un d'ultra charismatique. C'était pas la femme d'artiste lambda qui suit son mari, qui est voilà. Enfin. Alors justement, elle défendait Dado, enfin ça n'empêchait pas qu'elle était très active, hein, qu'elle faisait, oh là là, la pauvre, elle en a fait des choses, hein, enfin voilà, parfois c'était pas évident, mais elle n'était pas, voilà, c'était pas une femme complètement en adoration aveugle, complètement, voilà, c'était pas du tout ce type de personne. Donc son féminisme, en fait, je le voyais dans son caractère pour te répondre en fait à ta question, dans sa façon d'être en fait. Mais parce que je pense qu'elle a eu au contraire une mère qui était très effacée, très soumise à son mari, qui était très gentille. Je pense qu'elle a dû réagir par rapport à ça, certainement, étant l'aînée en plus de la fratrie. Enfin, c'est ma petite interprétation, elle faut ce qu'elle vaut. Mais tu disais que même si c'était évidemment réel, elle ne se définissait pas comme ça. Non. Mais je ne sais pas, dans ce que dit Amarante, comme je sais pas, Daniel Chounia, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Oh, ben, elle ne montrait pas son féminisme, Ah, mais non, c'était pas du tout. Non, Sa personnalité, ça suffisait. Oui, oui, ça n'est plus. De toute façon, pour faire ce genre de performance, il faut forcément avoir un monde intérieur et un charisme. Exactement. Sinon, elle n'aurait pas pu faire ça. Voilà, je pense qu'elle a existé par elle-même en tant que personnalité hier. Elle n'avait pas non plus besoin d'un groupe pour exister, en fait, à vrai dire. C'est quand même. Et je pense que justement. D'ailleurs, ces réunions dans Paris, elle venait dormir à la maison après, mais elle m'en parlait pas du tout. Du tout. Là, je la trouve encore une fois très similaire à mon père. Voilà, elle existait par elle-même. Elle n'était pas dans quelque chose de. Tu vois ce que je veux dire, un groupe vraiment, enfin voilà, elle se modelait sur d'autres personnes, enfin voilà, elle existait vraiment par elle-même. Je voulais vous demander, est-ce qu'elle entretenait en fait un rapport à l'anonymat, la question de l'anonymat, même avec son compagnon qui était connu. Et en fait, moi, je ne connaissais pas du tout le travail d'Essie, je trouve ça magnifique. Et je trouve, en fait, à travers l'exposition à Beaubourg, moi, je suis très gênée, en fait, déjà par l'exposition elle-même, et encore davantage quand vous parlez de votre mère et sur la question de l'assignation. Parce qu'en fait, je trouve que c'est une exposition typiquement qui assigne, en fait, les personnes. Et je trouve que en fait, ce que vous me dites par rapport à son travail, je trouve que ce que vous dites fait plus écho au travail que je peux voir que, en fait, l'exposition même de Beaubourg. Et sur la notion de discrétion ou d'anonymat, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, vu qu'il ne faut pas être anonyme, personne ne veut être anonyme, je trouve ça très intéressant, en fait, que vous passiez par l'intime pour nous faire comprendre en fait que on pourrait en fait l'assigner à plein de trucs, votre mère. Et en fait, elle échappe à tout ça. Oui, mais moi je pense que c'est sa force, oui, tout à fait. Bon, on ne va pas polémiquer sur l'exposition Paris Noir, moi je trouve qu'elle a le mérite d'exister quand même. Mais en effet, et ça c'est une chose sur laquelle j'ai averti tout de suite Alicia, la commissaire, c'est que ma mère, elle ne se définissait pas comme une artiste noire, enfin, je veux dire, elle n'a jamais revendiqué ça, même si elle a dû quand même souffrir du racisme, etc. Mais, comment dire, elle était singulière, elle existait par elle-même, et c'est vrai que je pense que ça dépassait un peu toutes ces catégories. C'est le même problème qui s'est posé dans l'exposition dont tu parlais de elle, relocaliser les femmes entre elles, Voilà, exactement la même question. Et si c'est aujourd'hui pour pouvoir les voir, mais c'est ça. Bon, on les voit ici, je trouve ça très bien, je trouve ça parfait. Enfin, Essie reconnaissait quand même, je lui avais posé la question, mais pourquoi est-ce que tu utilises du coton toujours? Est-ce que c'est un rapport avec l'histoire du matériau et donc tout ce que ça peut charrier? Elle me dit, mais évidemment. Enfin, il y a quand même quelque chose, de même que utiliser la broderie pour une femme, c'est quand même une forme d'engagement, même sans avoir besoin d'en dire plus. C'est complexe. En même temps, c'est complexe. Il y a vraiment cette idée d'origine brisée. Moi, j'aime beaucoup ça dans le texte, dans le film, ce qu'on entend broken origins, les origines brisées. Il y a vraiment cette idée aussi de cassure, Elle rompt aussi avec quelque chose, enfin, tu vois. Elle rompt et elle se réinvente. Et elle répare. Ouais, et elle répare. Ouais, c'est... Parce que franchement, moi, elle ne m'a jamais parlé d'ancêtre, esclave, enfin, je veux dire ça, mais j'ai jamais eu droit à des discours comme ça, mais jamais. Elle disait toujours que sa mère était anglaise, ce qui était un demi-mensonge, parce que c'était son grand-père qui l'était, voilà, qui était un colon britannique, mais c'est pas, je pense que c'est très complexe. Et puis les versions varient avec ma mère souvent aussi, donc bon, ça crée toujours un faisceau d'interprétation, mais c'est aussi ça qui est évidemment intéressant. Mais sans qu'elle puisse être assignée au réduit à ça, Arnaud a raison, c'est une composante. Oui, c'est ce que je trouve très beau d'ailleurs aussi. Non, mais Arnaud, tu as raison, c'est évidemment. Mais ce que je trouve très beau, c'est qu'elle arrive à faire quelque chose de très universel aussi, avec quelque chose de très modeste, de très, justement, de très domestique.
Elle arrive à créer un alphabet qui est très méditatif, qui est très... je trouve que c'est vraiment une dimension qui m'apparaît dans le film de Elle dit Pascal. aussi que pour elle, le racisme contre le handicap était encore Était pire que bien le racisme pire, contre ouais. la couleur de peau. Elle se sentait, moi elle me l'a confié parce que j'ai eu le même sentiment pour tout vous dire, quand je suis allée à New York la première fois, je me suis sentie noire. Bon voilà, je me sens pas du tout concernée par tout ça non plus. Elle m'a dit, mais moi aussi, ça m'a fait ça. C'est-à-dire que quand elle est allée aux États-Unis, elle a eu, dans cette société de ségrégation, évidemment, hein, là c'était dans les années, fin des années 50, début des années 60, elle a senti sa couleur de peau. Mais parce que voilà, on est dans une société qui catégorise aussi les gens comme ça. Enfin, et je pense que c'était pas la même chose en Jamaïque, par exemple. Enfin, voilà, c'était différent. Mais dans ce film, quand même, sans parler en dehors de toute assignation et tout, moi j'ai vécu aux Antilles. Et dans ce film, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment qui transparaît dans la façon dont elle bouge, et dans les rituels qu'elle s'invente, qui résonnent quand même, pas avec l'esclavage forcément, mais avec une culture autre. Avec une culture créole, enfin, voilà, cas, qui apparaît pas oui, certainement, en dehors de peut-être le côté. Ouais. Moi, ça me frappe vraiment. Oui, certainement. Oui, c'est sûr. Moi j'avais une question parce que je trouve très beau le passage quand elle se fout dans le bateau et surtout le fait qu'elle traverse aussi ses propres vêtements. Et du coup, alors c'est peut-être parce que je connais pas assez bien, mais est-ce qu'elle faisait aussi beaucoup ses vêtements, ou même vos vêtements, ou est-ce que ça reste vraiment dans le champ artistique et ça se mélange là? Julien Monouri, lui ici présente, avait retrouvé cet article du Figaro là, qui est étonnant. Oui, oui. Voilà. Là, elle posait en tant que mannequin. Voilà. Et donc, elle décrivait qu'elle composait ses vêtements, enfin, elle les faisait réaliser par une couturière à Belleville, je crois. Je crois. Hein, voilà. Alors moi, c'est plus que mannequin, c'est styliste. Oui, c'est ça. Voilà. Mais en fait, elle lui donnait, enfin voilà, comme le patron, enfin, des idées d'assemblage, enfin, si je comprends bien, mais voilà. Ouais. Parce que c'est vraiment beau ça qui a oui, c'est super. Il y a un vêtement, mais du coup je me il y a un rapport au corps, voilà, qui. Voilà, est-ce que les vêtements, ces vêtements incarnés des œuvres aussi. Exactement, oui, ça c'est une dimension. Et par rapport au monde aussi, parce que avec les feuilles, avec l'environnement, c'est comme une appartenance. Tout à fait, oui, il y a une symbiose en fait totale. Et c'est là où je retrouve aussi quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est un aspect très, très important. Mais il y avait une complicité entre Nithya et elle pour arriver à ce film. Ah, c'est sûr. C'est net. Hein. Et même, elle était assez pudique. Et là, dans le film, elle donne tout. Ah oui, c'est vrai. Peut-être aussi le film, il avait quand même été fait, je pense, en relation avec l'exposition du musée d'art moderne. Oui. Donc c'était une forme de portrait malgré tout. Exactement. Avec il l'idée a été diffusé la première fois, j'imagine, là-bas. Donc sans doute avec la version de Nithya, qui a donc rajouté ces textes. Ces petites phrases. Daniel, est-ce que dans le film de Essie avec Nithya, est-ce que c'est vraiment la Essie que vous reconnaissez, que vous retrouvez? Ou est-ce qu'elle vous surprend par certains... Je crois que je l'ai connu après, moi, non? C'était à quelle époque ce film? 74. Ah bon? Tu la connaissais? Ah bah oui. Je l'ai connu en 62, quelque chose comme ça. Oui. Non, la complicité avec Nithya. Ah là, oui, c'est extraordinaire. Ah oui. Je ne sais pas comment elles sont arrivées à se... Je pense qu'il n'y a pas eu tellement de propos d'échanger. C'est comme... Et en plus, il contient beaucoup de rituels. C'est un film très important. Non, mais elle ne se montrait pas comme ça. Moi, je n'avais pas vu comme ça. C'est très étonnant, d'accord. C'est étonnant, oui. On est tous d'accord, je crois. Est-ce que dans la façon dont le rituel se déroule, est-ce qu'il y a des choses qui font écho avec ce que vous connaissez? Parce que c'est pas n'importe quoi, tout. En même temps, il y a presque une forme de scénario. Enfin, il y a
Elle ne se promenait pas nue dans le salon. Non. En parlant de rituel, justement, l'atelier c'était comme un lieu de création, mais aussi d'initiation c'est ça que je vois en fait, c'est vis-à-vis aussi de mon repère et vis-à-vis d'un message aussi culturel. Donc, est-ce que l'espace de l'atelier c'était un espace sacré aussi pour pouvoir se dénuder et aussi travailler avec tous ces Non, là, franchement, ce que vous voyez dans le film, je pense qu'elle travaillait pas du tout comme ça, en fait. Elle travaillait pas du tout en extérieur. Oui, mais c'est elle ça avait un espace clos, et franchement, c'est ouais. ça. Ça avait, je pense, C'était pour vraiment côté rien à voir. justement ces rituels très intimes. Qui là, je vois aussi des rituels, je vois beaucoup de rituels. Et j'avais même un peu discuté avec Arnaud aussi vis-à-vis je ne sais pas, j'ai pensé, moi, en voyant nos films pour l'autre fois, l'année dernière, il me semble, en 2023, je ne me souviens pas ici, j'ai vu des rituels de candomblé. Oui, moi aussi. Hein, c'est ça que j'ai vu, mais une gestuelle, moi j'étais là, mais elle est initiée. C'est intéressant. Quand elle couvre sa tête, et même vis-à-vis des choses qui sont dites, mais c'est des choses vraiment... qu'elle a, oui, peut-être vues dans son enfance. Après, Voilà, je pense c'est ça vraiment que je pas veux dire. du tout qu'ils étaient en contact avec ce milieu-là, pour tout vous dire, mais bon. On s'imprègne aussi au temple, le dimanche, etc. Mais bon. Et ce travail avec le masque aussi. Oui, aussi. Exactement. Mais aussi, et aussi, moi je pense à l'Égypte, avec s'enfermer dans un bateau sur la rivière, parce que oui, de toute façon, ma mère, elle piochait dans des tas d'autres cultures. Elle était hyper fascinée par toutes les cultures du monde. Peut-être que c'est aussi ça qu'on perçoit, en effet, cet intérêt, cette curiosité, enfin, qui a été dès son plus jeune âge. Hein, enfin, on l'a pas mis, mais il y a un témoignage de ma tante qui disait, voilà, nous nous intéressions à tout ce qui était britannique et tout ça. Elle s'intéressait... Elle était vraiment au-dessus du Jamaïcain moyen. Enfin, elle le dit carrément. Enfin, voilà, elle s'intéressait à Yougoslavie. Elle avait une culture livresque nettement supérieure aux autres. Parce qu'elle avait une ouverture. Enfin, voilà, je pense qu'elle savait qu'elle, de toute façon, elle ne ferait pas sa vie là-bas. Elle était partie. Très inscrite là, quoi. Et son atelier, même s'il était caché, il était plutôt ordonné ou très rempli. Je ne crois pas qu'il était très ordonné ni très rempli. Mais voilà. Après, j'y allais jamais. Donc, voilà, c'est un peu difficile. Personne n'y allait. Voilà, c'est ça. En fait, Daniel non plus. Donc, Moi, je me pose la question, d'où vient la photo de la pile de tissu? Qui l'a fait? Ah, c'est une photo qui a été prise en 2008. Et en fait, c'est recadré. Oui, c'est une photo de Domingo en 2008. Est-ce que c'est une photo unique ou il y a eu... En fait, c'était pour le site de Zado. Il y avait l'idée de prendre en photo vraiment toutes les pièces des Rovales. Les pièces, les salles. Les salles, voilà, oui. Et donc, là, c'est le garage. Mais, l'atelier, non? Alors, non, toutes les pièces des Rovales dans lesquelles il y avait des trucs de... Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, si tu fais attention, il y a non, c'est recadré. détails d'une œuvre de Domingo, en fait, à côté. Et c'est recadré. Et je te passerai cette photo. C'est une photo de Domingo. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Il y avait aussi. Certainement. Mais cet aspect, c'est Rovale aussi. Enfin, je parlais du truc qui s'impose en commun aux deux, mais même aux trois avec Domingo. Mais c'est cette chose qu'on peut appeler, qui s'appelait Rovale, qui était plus qu'un lieu, qui était. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque un des personnages du film aussi, Rovale, avec les signes? Tout se passe là-bas, tout est tourné avec Rovale. Le film de Mitya. Le film de Mitya. C'est ça qui m'a ému là, la première fois. C'est incroyable. C'est l'équivalent du film de Jean-Antoine qui est tourné aussi au Val. On voit les mêmes animaux, la même berge de l'étang. Enfin, c'est incroyable. Donc, la même année, ils ont été faits la même année, ces deux films. C'est drôle.
74. Parce que ça, c'est une chose qui les relie tous les deux aussi. Ah bah évidemment. Oui, le film évoque son intérêt pour l'art brut, avec sa visite à l'exposition aux arts décoratifs. Est-ce qu'elle connaissait des artistes? Qu'est-ce qu'il y a des artistes plus particulièrement, et par exemple dans la tradition de la pratique du spiritisme? Ou est-ce que... Une question intéressante, Nathalie, je ne pourrais pas te répondre. Je ne pense pas que mes parents connaissaient vraiment des artistes d'art brut, quoique nous avons avec nous Choulia, qui va peut-être nous dire un petit peu par rapport à Dubuffet. Voilà, comme tu sais, mon père a été découvert par Dubuffet, donc Choulia Ménari est ici présente, très bien connu Jean Dubuffet. Oui. Pardon, j'espère que je te gêne pas en disant tout ça. Je ne vois pas très bien où tu veux en venir à mon sujet. Voilà. Mais je me souviens quand même d'artistes, puisque ton mari était le directeur d'un hôpital psychiatrique à Quimper, et je me souviens d'artistes d'art brut que Pierre montrait à Dado, et même que Dado a collectionné. Donc peut-être qu'il y a un petit lien malgré tout. Mais je crois que tous les deux fréquentaient surtout les peintres de leur époque. Oui, je crois quand même avant tout, les créateurs d'art brut, ça restait un peu marginal. Je pense pas. Mais, non. On est d'accord, ouais. Vraiment, ça me vient pas. C'est pas une fascination. Mais Pierre, par contre, avait des malades. J'ai inventé ça ou pas? Non, pas du tout. Il avait des patients. Des patients, oui. Qui, étant enfermés, avaient un besoin de s'exprimer et ils utilisaient à ce moment-là des crayons de couleur, Le premier qui a vraiment été très important, il est à l'art brut à Lausanne, il s'appelle Emmanuel le calligraphe, et il était hospitalisé, il était de son métier comptable, et quand il a commencé, il peignait d'abord, mais ça n'allait pas du tout, la peinture, ça le bloquait, et lorsqu'il a eu des encres de Chine de couleur, il commençait avec la première lettre, comme faisaient les comptables à l'époque, qui devenait un oiseau, un poisson, et tout s'enchaînait. Et ça, c'était, je pense que Dado a connu... Ah oui, ah oui. Et peut-être ici aussi, puisque ah oui. En Bretagne, donc à Quimper, où était situé l'hôpital. Oui. Ils venaient tous les deux. Ouais. Ah oui. Mais voilà, ta réponse. Et là, c'est parce que le fait est qu'ils avaient des cadavres bruts. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais autrement, je ne pense pas que ce soit... Oui, c'est très intéressant. Est-ce que ça serait possible d'établir une chronologie par rapport au travail de Essie, les moments où elle a travaillé, les moments où elle a... Parce que ça n'a pas été une ligne droite du tout, son parcours. Non, et d'ailleurs, dans son mémoire de master, Lucie Gillet me fait dire que justement, voilà, le moment où elle travaillait le moins, on était grands, enfin, c'était pas forcément lié justement au fait qu'elle avait des enfants dont elle devait s'occuper, que c'était... Voilà. Mais comme je disais l'autre fois, Yasmine, je pense que la création c'était quand même plus compliqué pour ma mère que pour moi. Là, il y avait cette espèce de facilité. Je pense que pour ma mère, c'était compliqué de vivre avec quelqu'un avec cette facilité aussi terrifiante, en fait. Je veux dire. Malgré tout. Et quand elle a eu cette exposition à la BF15 à Lyon, elle avait voulu avoir cette pièce, cette performance de graines de... je ne sais pas si c'était de l'anis, je ne me souviens plus exactement, qui était broyée de façon à ce que l'odeur se diffuse pendant tout le temps de l'exposition. Donc ça c'était... c'est pour ça que tu parlais d'odeur tout à l'heure. Hein. Ah oui, c'est pas exactement la même. Exactement la même. L'odeur fait partie de l'anis. Oui, c'est sûr.
Donc, enfin bon, il y avait une forme aussi de performance création aussi, continue, ouais, si tout vous à fait, voulez. ouais, tout à fait, c'est intéressant. Mais Ouais. alors, ça a suivi forcément un parcours de sa vie plus ou moins compliqué en fonction de... Ça, c'est pas encore... Encore complètement documenté, Bah, c'est non. vrai, oui, c'est vrai. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Elle s'est occupée d'antiquité aussi à un moment. Oui, elle avait ce magasin d'antiquité à l'entrée de Gisors. Oui, absolument. 2-3 ans. Elle a fait des tas de choses. Je me souviens de voir ses débuts en Bretagne. C'était sur des torchons. Et elle était en voiture, elle avait son travail. Ça roulait, mais il fallait qu'elle travaille. Et quand les enfants et moi-même nous allions à la plage, elle restait travailler. Et c'était vraiment les débuts sur des torchons. Je crois qu'il n'y en a plus. C'est extraordinaire. Là, tu dirais que c'est quoi? C'est fin des années 60. Là. On est vraiment après qu'elle ait vu la chaussette du moine, quoi. Enfin, on n'a pas retrouvé. Oui. Il y a un mystère autour de ça. Oui, parce que j'ai écrit au musée des arts décoratifs qui ont pris ça très au sérieux, qui ont contacté d'eux-mêmes Lausanne, etc. C'est encore un mystère. Non, et puis ça, je sais pas, c'est un mystère un peu cette histoire. Ah si, il y a un catalogue, oui. Il n'y a pas la chaussette dedans. Sur le stand de Christian Berthe, je suis allé à Paris tout à l'heure, il y avait ce catalogue. J'ai passé un quart d'heure à regarder le catalogue pour voir si je vois la chaussette. Et je peux te garantir qu'il y a... Il y a deux versions. Il y en a une, pourquoi il y en a plusieurs? Ça varie, c'est aussi. Ouais. Bon. Merci beaucoup. Merci.